Afrique Média. Le monde, c'est nous. La guerre d'influence entre Paris et Moscou ne cesse de prendre de l'ampleur sur le continent africain. En toile de fond, le retour affirmé de l'ours blanc dans ce qui était considéré jusqu'ici comme la chasse gardée de la France. Hier encore, c'était la République centrafricaine qui faisait les choux gras de la presse française et occidentale. L'arrivée au pouvoir du professeur Faustin-Archange Touadéra a redonné un nouveau souffle à une relation avec le Kremlin. Relation jadis agonisante et étouffée par une trop forte présence gauloise. Mais la Russie de Poutine ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Après avoir laissé ses empreintes au cœur de l'Afrique équatoriale française, elle pose désormais ses valises au Mali en s'appuyant sur la nouvelle équipe de la transition conduite par le colonel Assimi Goïta, réputé être anticolonialiste. Désormais, le Kremlin a des tentacules dans l'ancienne AOF, entendue Afrique occidentale française. Comment comprendre cette guerre d'influence entre ces deux puissances au cœur du continent africain? Si la France semble vouloir conserver son influence politique, économique et diplomatique dans ses ex-colonies, la Russie joue-t-elle la carte de l'hostilité à la politique française et les Africains dans tout ça? C'est des questions. Eh bien, un second sujet nous conduira à comprendre l'Irak, la Syrie, la Libye et les vérités cachées des médias mensonges. Pour faire avaler aux citoyens l'idée de faire la guerre, les grandes puissances font croire que les morts que leurs interventions déclencheront seront justes, alors que les morts des autres seraient abjects. L'abominable guerre en Syrie a duré 7 à 8 ans. Des centaines de milliers d'innocents sont morts sur l'autel de jeu de pouvoir entre les principales puissances mondiales qui ont pris en otage ce pays et tout son peuple pour satisfaire de basses ambitions régionales et internationales. L'Irak est en guerre civile depuis maintenant près de 18 longues années. Les pertes civiles glacent le sang. En Libye, 10 ans après la chute de Muammar Kadhafi, le pays reste déchiré entre factions. Quelles sont les vérités, ou plutôt quelles sont les véritables raisons de ce chaos et quelles leçons en tirer? Autant de questions qui trouveront réponse dans quelques instants. Bonjour l'Afrique et bonjour le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à votre édition de Géopolitique internationale. Ce jour, nous nous intéressons au continent africain à travers la guerre d'influence entre la Russie et la France, mais aussi nous parlerons des pays qui ont connu le chaos, l'Irak, la Libye et la Syrie pour ne citer que ceux-là. Et pour en parler ce jour, 3 de nos plus fidèles panélistes sont avec nous, des internationalistes, des géopoliticiens, des auteurs, ils sont tous là. Et bien sûr, parmi nos invités ce matin, nous avons bien sûr Tarek Mani qui est avec nous. Tarek Mani, bonjour. Alors Tarek Mani, je rappelle que vous êtes directeur de la radio France Maghreb 2, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Je suis journaliste et directeur de cette radio, qui est une radio française nationale généraliste. Voilà, merci d'être avec nous, très cher Tarek. Et bien sûr, à vos côtés, Sébastien Périmoni. Bonjour Sébastien Périmoni. Oui, bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs d'Afrique Média en ce dimanche. Voilà, donc Sébastien qui est auteur du livre Voir l'Afrique avec les yeux du futur, rédacteur en chef du site afriquedufutur.com et membre du bureau Afrique de l'Institut Schiller. C'est bien ça, Sébastien? C'est tout à fait ça. Voilà. Et chroniqueur sur Afrique Média. Voilà. Et bien sûr, chroniqueur sur Afrique Média, c'est tout à notre honneur en tout cas. Merci d'être avec nous. Et bien sûr, celui qu'on ne présente plus avec nous depuis de nombreuses années, notre géopoliticien attitré, Luc Michel. Bonjour Luc. Bonjour à vous Bachir, bonjour aux collègues. C'est un plaisir de vous retrouver.
Vous savez que j'attache beaucoup d'importance à la géopolitique, qui est la science du 21e siècle. Sans la géopolitique, on ne comprend pas le monde. Exactement comme au 19e siècle, on ne comprenait pas le monde sans l'économie politique. Merci infiniment, Luc Michel. Alors, pourquoi ne pas commencer par vous, justement? Alors, qu'est-ce qui se passe entre la Russie et la France sur le continent africain? De plus en plus, on entend quand même des petites guerres. Peut-être c'est trop un petit peu bas. On a l'impression quand même de se retrouver dans une sorte de guerre froide, Luc Michel. Moi, je voudrais recadrer le sujet. Parce que ce qui oppose en Afrique, le bloc américano-occidental et le bloc de l'Est, ce n'est pas la Russie et la France, c'est la Russie et les États-Unis. Les États-Unis ont lancé le printemps arabe et puis le printemps africain pour chasser les Chinois et maintenant les Russes d'Afrique. Et les Français, c'est une puissance secondaire sur le déclin. C'est une puissance qui n'est en Afrique que sous parapluie américain et qui a justifié longtemps sa présence en prétendant être pour le compte des Occidentaux le gendarme de l'Afrique ou comme disait Donald Trump, le shérif de l'Afrique. La France, elle a échoué au Sahel, elle a échoué en Libye, elle a échoué même au sein de l'OTAN, comme est en train de le démontrer la crise actuelle entre les États-Unis, l'Angleterre et l'Australie et la France. Et ce qui se passe actuellement, c'est une guerre asymétrique, une guerre hybride qui oppose la Russie et l'Iran au bloc occidental. Comprenez bien que la guerre hybride, elle est menée par la Russie et l'Iran, mais que les Occidentaux, eux, ne pratiquent pas la guerre hybride. Ils pratiquent la guerre classique, militaire, économique et médiatique. La guerre hybride, c'est la réponse de l'Iran et de la Russie, qui sont deux puissances pauvres, à la puissance occidentale. Il faut donc comprendre que la France, dans le cadre de cette guerre hybride, elle est le maillon faible des Occidentaux et c'est la raison pour laquelle les Russes se sont attaqués en premier à l'ancien précaré français, pas seulement d'ailleurs au Mali ou en Centrafrique, mais également au Congo-Brazzaville, également en Guinée équatoriale, également au Tchad et aujourd'hui dans d'autres colonies non ex-françaises, puisque le conflit s'est déporté en mer Rouge et au Mozambique. Il faut donc comprendre que la guerre qui oppose actuellement la France et la Russie, c'est une séquelle de la guerre qui oppose en fait les Américains et les Russes. Et la Russie s'attaque aux Français parce que ce sont les faibles. Effectivement, la guerre hybride, elle rencontre le succès. Elle rencontre le succès militairement avec les firmes de sécurité. Elle rencontre le succès médiatiquement et elle rencontre le succès géopolitiquement, en particulier dans le golfe de Guinée et dans l'océan Indien et en mer Rouge. C'est donc une défaite globale française et elle annonce d'ailleurs une défaite plus globale du bloc occidental. Les États-Unis sont à la contre-attaque, ils sont en train de développer depuis une année. Le plan a été préparé par Donald Trump, il est appliqué par Biden. Il faut arrêter avec tous les discours sur Trump président, nationaliste, anti-système, etc. Les présidents américains, depuis nous en allons parler dans la seconde partie de votre émission, depuis Bush 2, ils font la même politique. Sous Obama, sous Trump et maintenant sur Biden. On a donc préparé une contre-attaque occidentale. C'est une espèce, tout d'abord politiquement, de super printemps arabo-africain dans une vingtaine de pays. Le renversement d'Omar el-Béchir et le renversement d'Alpha Condé en font partie. Et secondement, il y a le redéploiement des Américains et de l'OTAN. L'OTAN, jusque-là, concernait uniquement l'Afrique du Nord, essentiellement le Maroc et la Libye. Aujourd'hui, la zone d'activité de l'OTAN, elle est en train d'être déployée depuis la Méditerranée jusque la mer Rouge. C'est cela qu'il faut comprendre. La France, au milieu de tout cela, c'est un des points d'attaque de la Russie, mais ce n'est pas le sens principal de la manœuvre. Voilà donc qui nous recadre très bien ce débat. Alors Sébastien Périmoni, alors pour Luc Michel, il s'agit quand même de dire que la France ne serait que la partie visible de cette guerre entre les États-Unis et la Russie. J'ai du mal à accepter qu'on dise que la France n'est qu'un pion dans la stratégie de la guerre russo-américaine. Alors,
il y a une partie de vrai et une partie fausse. C'est-à-dire que la France n'est un petit pays ou une petite puissance que quand elle a des petits présidents. Et malheureusement, depuis Nicolas Sarkozy, qui a réintégré le commandement de l'OTAN, en effet, il y a eu un basculement d'une politique traditionnelle en France qui était plutôt gaulliste, disons plutôt avec des intérêts certes, mais une vision un petit peu moins néoconservatrice. Et on l'a vu d'ailleurs lors de l'opposition de la guerre en Irak. C'était pas un geste magnifique, mais c'était déjà une forme de résistance. Et tout a basculé après avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy. En effet, où là, on est vraiment devenus les shérifs, les petits toutous, si vous voulez, de la politique otanesque. Et là, à ce moment-là, à partir du moment où on a réintégré la politique de l'OTAN, si vous voulez, on est rentré complètement dans cette logique de guerre, si vous voulez, avec les États-Unis. Alors, là où c'est intéressant par rapport à ce que dit Luc Michel, c'est que pour ceux qui ne s'étaient pas rendus compte que la France est maintenant une puissance secondaire et à la botte justement des politiques de l'OTAN, le revers que vient de subir notre pays, vous avez tous entendu parler du fameux contrat AUKUS, donc Australia, United Kingdom et United States of America, donc où en fait la France travaillait depuis maintenant 2014, vous imaginez, un contrat de plusieurs sous-marins nucléaires travaillé depuis 2014, validé en 2016. Il y avait une centaine, 150 Australiens qui étaient déjà dans les chantiers à Saint-Nazaire en train de travailler sur les sous-marins. Il y avait déjà les équipes techniques françaises qui étaient en Australie. C'était quasiment fait. Et du jour au lendemain, sous la pression évidemment de l'alliance anglo-américaine, si vous voulez, et en particulier Boris Johnson, quand on voit ce que dit Boris Johnson et l'arrogance avec laquelle il traite aujourd'hui Biden ou la France, on voit bien que le Global Britain est de retour. Et ce coup de semonce, vous savez, Jean-Yves Le Drian, qui n'est pas un ami de l'Afrique, je pense que les auditeurs me rejoindront là-dessus, il vient de passer la pire semaine de sa vie, puisqu'il y a, en début de semaine, on a annoncé que disons, le Mali avait l'intention de signer un contrat avec Wagner. Donc, Jean-Yves Le Drian, qui n'est jamais dans les médias français aujourd'hui, a dû intervenir. Et quelques jours plus tard, il y a ce coup, si vous voulez, qui est fait contre lui sur les sous-marins. Donc, il a passé, à mon avis, la pire semaine de sa vie. Et c'est vrai qu'il se rend compte, et à travers cet échec, en particulier cet échec dans la guerre au terrorisme, parce que faut bien voir qu'il y a l'échec dans la guerre au terrorisme. Il y a l'échec dans le partenariat avec l'Australie pour la vente de sous-marins, qui sont deux revers très importants pour la France. Et d'ailleurs, tout le débat cette semaine en France, vous savez, un sondage est sorti qui disait que plus de 65% des gens en France pensent que notre pays est un pays en déclin. Donc évidemment, vous avez Zemmour particulièrement qui joue sur cette vague-là, mais il y a quand même cette idée qui est très présente en France sur ce déclassement. Et moi, je pense pas que la France est un acteur secondaire. Elle a joué un rôle d'acteur secondaire depuis Nicolas Sarkozy, mais je pense que si demain la France avait un président comme Jacques Cheminade, par exemple, ou d'autres, je pense que la France pourrait très bien retrouver sa position au niveau international, une position pacificatrice, de coopération avec la Russie, de coopération avec la Chine, de coopération avec les États-Unis. Et je pense que les événements de cette semaine sont un petit peu un électrochoc pour la France et peut-être même une occasion de se ressaisir et de changer notre vision du monde. Tariq Mani, la France, une puissance en plein déclin, est-ce que cela justifierait le fait qu'elle veuille à tout prix reconquérir ses anciennes colonies sur le continent africain? Me donner la parole, je trouve qu'on parle peut-être un peu trop longtemps les uns et les autres. Il faudrait qu'on puisse raccourcir pour rebondir, parce que j'ai bien écouté la belle analyse de Luc Michel. J'allais dire, ça me donne envie de parler pendant 18 minutes pour répondre aux 9 minutes et rajouter mes 9 minutes de réponse. Mais en termes de géostratégie, moi, sans prétention, je conseillerais à nos téléspectateurs d'aller chercher 2 livres dont on ne parle quasiment pas en Occident. Le premier, c'est le livre de l'Africain tunisien
l'historien, on dit donc en Occident qu'il est le créateur de la sociologie, Ibn Khaldoun, Khaldoun. Ceux qui ne le savent pas, ils peuvent aller chercher ce livre, Ibn Khaldoun, donc qui s'appelle Les Prolegomènes, en quelque sorte, Introduction à l'histoire de l'humanité. Et que dit ce Ibn Khaldoun dans ce livre? Ibn Khaldoun compare la vie des empires à celle des êtres humains. Et donc, c'est avec cet angle de lecture qu'on peut comprendre pourquoi la France est aujourd'hui larguée dans l'histoire internationale ou pas, parce que la France a été un grand empire, comme d'autres, pendant donc le 18e et surtout le 19e siècle jusqu'aux années 1950, et qu'elle a dominé une grosse partie du monde avec les Anglais, et que le cycle, j'allais dire, de la vie des empires qui ressemble au cycle de la vie des hommes, est en train de s'achever. Et donc, la France, pour moi, reste une très grande puissance, mais c'est à elle de réinventer son nouveau système qui ne peut plus être calqué sur son système de la France empire ou de la France coloniale, et c'est à elle de se retrouver. Le deuxième, tout le monde connaît Brzezinski, donc le théoricien américain, qui avec son livre Le Grand Échiquier ou quelque chose comme ça, et tout le monde connaît cette version. Mais peu de monde, et là je demande aux auditeurs, aux téléspectateurs d'aller taper le nom de Brzezinski. Brzezinski a écrit une courte lettre dans les derniers jours de sa vie, en gros 1 à 2 mois avant de mourir, et dans laquelle il dit, en réalité les États-Unis n'ont jamais été un vrai empire, au vu de la durée et de ce qu'elle a fait, mais elle a été une très grande puissance. Et la puissance américaine, aujourd'hui, dit donc Brzezinski, est en train de s'effriter partout, et elle tombera le jour où le dollar n'est plus la monnaie monte. Et justement, les Russes, les Chinois et les Iraniens ont compris en quelque sorte la leçon, et ils attaquent la monnaie monte qu'est le dollar, et entre ces trois pays et d'autres, aujourd'hui, les échanges ne se font pas en dollars. Et quand on sait que la plus grande réserve de la devise américaine, elle est détenue par les Chinois, voilà. Et nous, on continue à réfléchir avec est-ce que la France est déclassée, pas déclassée. Effectivement, l'affaire, la très dangereuse affaire économique, politique et sociale des sous-marins australiens. Moi, j'ai fait un tweet pour m'amuser, parce que j'ai réfléchi et je me suis dit, si aujourd'hui on était sous le président de Gaulle, si on était dans une vision gaulliste, il y aura 3 décisions à prendre immédiatement. La première, c'était le rappel de nos ambassadeurs des 3 pays. Ça a été fait à moitié. On a rappelé donc nos ambassadeurs français d'Australie et des États-Unis. On n'a pas rappelé notre ambassadeur en Angleterre. On ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, ça c'est le premier point que De Gaulle aurait probablement fait si on voulait faire de la prospective. La deuxième, c'est de geler de nouveau la participation française à l'OTAN. Je vous rappelle, et Sébastien l'a rappelé tout à l'heure, j'allais dire presque à moitié, donc il m'excusera de compléter sa phrase, c'est que quand les Américains ont demandé à Chirac, dans la foulée de la guerre d'Irak, de réintégrer l'OTAN, Chirac y a mis une condition. On réintègre l'OTAN à condition que le flanc méditerranéen soit sous la direction directe de la France et pas en toutou comme Blair avec les Américains. Les Américains ont refusé. Monsieur Nicolas Sarkozy est venu. Il a signé le même document sans aucune condition. Donc ça, c'est le deuxième. Troisième chose, vous avez un écrivain français dont le nom m'échappe qui décrit la chute de l'empire américain et anglais en 1956 à la guerre, donc à l'invasion du canal de Suez. Là, il n'y a pas besoin. Comment, Luc? Je peux continuer? Allez-y, allez-y, vous pouvez poursuivre, oui. Tariq, allez-y. Voilà. Et donc, c'est en 1956, quand les Français, les Anglais et les Israéliens ont décidé donc d'attaquer le canal de Suez, et que le Russe, empire naissant, et les États-Unis, empire installé, leur ont intimé l'ordre de se retirer dans les 24 heures. Donc, je pense qu'il faut qu'on voit ce que les souffrances de la... Oui, alors je reviens à mon tweet. Donc le premier c'était le rappel de nos ambassadeurs. Le deuxième c'était donc le gel de notre participation à l'OTAN, retrait ou pas. Et le troisième
c'est d'aller, comme l'a dit Sébastien tout à l'heure, aller passer aujourd'hui, les choses étant claires, un accord entre la France et la Russie, ou la France, l'Europe et la Russie. Et là, je reviens aussi à la phrase du général de Gaulle qui parlait de l'Europe, de l'Atlantique à l'oral, et donc une Europe géographique comme les États-Unis, et non pas une Europe politique avec des personnes, notamment les pays de l'Est, qui ont ramassé tout l'argent de l'Europe occidentale et qui ne votent et qui soutiennent la politique américaine. Et donc aujourd'hui, oui, la France est déclassée en Afrique, et c'est normal parce que c'est la fin de l'Empire français tel qu'on l'a vécu au XIXe siècle. Non, la France peut ne pas être déclassée parce que la France aujourd'hui a les moyens de sa politique contre ce, comme dit Sébastien tout à l'heure, si on a un président, j'aime pas le mot nationalisme, mais un président à la De Gaulle, à la Chirac. Trois, on ne peut pas accepter que la France, par exemple, avec l'Iran, perde son contrat de Peugeot 500 000 voitures par an pour voir 5 ans après ou 3 ans après, les Américains récupérer le même marché dans les mêmes conditions en passant par Ford et les sociétés j'allais dire sud-coréennes. Le problème de la France aujourd'hui, c'est qu'elle voit ses richesses nationales partir et qu'elle accepte, par exemple, qu'un tribunal américain condamne une société franco-française, européenne, à payer des amendes parce qu'elle a fait une affaire avec l'Iran. Donc, aujourd'hui, comme dirait l'autre candidat à la présidentielle en 2000, la dernière en France, nous avons un problème de souveraineté nationale en France. Nous avons un problème de définition de cette souveraineté nationale en France. Nous avons un problème de la France, de la position de la France en Europe. Et nous avons, et c'est malheureux pour les Africains qui, dans certains, croyaient à l'amitié, il n'y a pas d'amitié en politique à l'amitié française, et on se retrouve avec donc une France qui est à la fois obligée de régler ses propres problèmes, parce qu'elles se sont dépassées, mais elle ne les règle pas de la même manière parce qu'elle continue à gérer l'Afrique ou avoir des rapports avec l'Afrique comme elle les avait au 19e siècle où elle dominait le tout. Et donc je pense que d'un point de vue de géostratégie, la France a les atouts de demain, sauf qu'elle est omnibulée par des batailles comme encore a dit une fois tout à l'heure notre ami Sébastien, par Zemmour, en France aujourd'hui on explique à tout le monde qu'il y a un problème, il s'appelle islam, il y a un problème, il s'appelle immigration. Et je ne sais pas si c'est les musulmans et les immigrés qui ont fait capoter ce contrat donc de sous-marin avec l'Australie. Donc, on est omnibulé par les médias. Et je termine par la phrase de Ibn Khaldoun. Il dit, pour beaucoup, l'histoire, c'est le rappel de faits ponctuels. L'histoire, c'est pas le rappel de faits ponctuels comme la perte de ce contrat de 56 milliards d'euros pour 50 ans. L'histoire, c'est aussi l'analyse profonde du pourquoi et du comment. Et donc, nous avons un problème de géostratégie. Et aujourd'hui, je suis heureux donc d'échanger ce point de vue un peu long, en ce qui me concerne aussi un peu, sur cette vision. Lire, il y a 3 livres à lire pour s'inspirer, donc Ibn Khaldoun et les Brzezinski, un livre sur la chute de l'Empire merci français. Tariq Mani, je reviens à vous dans Voilà, quelques instants et je retiens de nous envoyer lire 2 magnifiques ouvrages. Tout d'abord l'introduction à l'histoire de l'humanité et bien sûr l'ouvrage, le célèbre ouvrage de notre cher Brzezinski, le grand échiquier. Merci en tout cas pour ce jet. Luc Michel, je me retourne vers vous. Si tant est-il, la France est, comme vous le considérez ou comme vous la considérez, une sorte de garçon de course des États-Unis. Alors, est-ce qu'elle ne risque pas aussi de se faire doubler dans son aire géographique de domination, notamment je parle de l'Afrique. On a vu quand même la Russie entrer en RCA sans aucune difficulté, les Américains n'ont pas dit mot, et aujourd'hui c'est le cas pratiquement au Mali et dans le Sahel. Est-ce que la France ne risque pas de tout perdre? Tout d'abord, je suis amusé lorsque j'écoute mes 2 collègues. Ce qui fait le problème des Français, c'est la nostalgie géopolitique de l'époque où la France était une grande puissance. Et je suis surpris d'entendre deux collègues qui généralement ont des opinions géopolitiques progressistes défendre cette France qui n'existe plus. La France du général de Gaulle, c'était il y a 60 ans, elle n'existe plus aujourd'hui. Et j'ajouterais que la France a cessé d'être une grande puissance à certains soirs du 18 juin 1815, après la bataille de Waterloo.
Maintenant, l'assujettissement de la France à l'OTAN, elle ne date pas de Sarkozy, comme je viens de l'entendre dire, elle date de Giscard d'Estaing, président pro-américain. Les gaullistes parlaient du parti de Giscard d'Estaing comme du parti américain. C'est Giscard d'Estaing, notamment, qui crée la fameuse French American Foundation, qui a servi aux Américains à investir toute la France. Mitterrand a fait une politique pro-américaine, comme l'a prouvé le discours de la Baule, et Jacques Chirac aussi, à part l'épisode de l'Irak, parce qu'il y avait des liens historiques entre Saddam Hussein et les gaullistes. Deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est la contradiction interne de l'Alliance Atlantique. L'Alliance Atlantique, elle vit que l'allié principal géopolitique, c'est l'ennemi principal économique. Les pays de l'Union européenne dans l'OTAN, ils sont les alliés principaux des États-Unis, mais en même temps, depuis Reagan, pas du tout depuis Trump, depuis le début des années 1980, l'Union européenne est la principale rivale économique des États-Unis, ce qui s'est doublé d'une rivalité financière lorsqu'on a lancé l'euro qui s'est opposé au dollar. À partir de ce moment-là, les rapports sont intenables au sein du bloc américano-atlantiste. On ne peut pas avoir une politique géopolitique unie et en même temps avoir des rivalités économiques. L'erreur qu'on fait dans le dossier australien actuellement, c'est de mettre l'accent sur une soi-disant rivalité géopolitique, etc. En fait, les États-Unis convoitaient les 50 milliards de dollars du contrat des sous-marins. Ils ont l'habitude de le faire. Et Le Drian m'a surpris parce qu'il a dit une vérité. Il a dit que Joe Biden, ce qui est exact, marchait dans les pas de Trump. Joe Biden, en politique internationale depuis le début de cette année, il a repris tous les grands dossiers de Trump. La France, elle a cette dualité, c'est-à-dire alliée géopolitique en Afrique, mais rivale économique. Depuis précisément l'affaire de l'Irak en 2003, c'est justement le but des Américains, c'est de dégager la France économiquement d'Afrique. Condoleezza Rice avait dit pardonner à l'Allemagne et punir la France. C'est ce qu'ils appliquent. Les marchés sont convoités de la France en Afrique, y compris dans l'ex-Frécarré français. Les grands rivaux de la France, ce ne sont pas seulement, par exemple, dans l'énergie, les Russes de Rosatom, c'est General Electric qui est la grande rivale d'Areva, c'est ExxonMobil qui est la grande rivale de Total. On en a encore l'exemple actuellement au Mozambique. L'un des points chauds de la confrontation entre Occidentaux et le bloc de l'Est, c'est le Mozambique où on a découvert de grands gisements de gaz. Eh bien, dans cette affaire, Français et Américains sont unis géopolitiquement face à la Russie. Les firmes de sécurité russes, soit dit en passant, le groupe Wagner, c'est une construction médiatique qui n'existe pas, c'est de la pure propagande française, mais les firmes de sécurité russes sont engagées aux côtés de l'armée du Mozambique. Les Français et les Américains sont engagés pour s'ingérer géopolitiquement, mais économiquement, ExxonMobil est la rivale de Total pour les marchés gaziers du Mozambique. C'est cela qu'il faut comprendre. L'abaissement de la France, il vient dans cela. Il vient simplement, c'est que la France est devenue une porteuse de valises depuis Giscard d'Estaing des Américains. La politique de Gaulle, elle n'existe plus aujourd'hui. Moi, je suis gentil en parlant de porteuse de valises. Je parle plutôt généralement souvent d'une carpette sur laquelle les Américains s'essuient les pieds. C'est le mépris des Américains pour les généraux, les amiraux français. L'abaissement de la France, il apparaît dans une réalité très simple. Lorsque le porte-avions Charles de Gaulle navigue au large des côtes de l'Iran, face à l'Iran, face à la Russie, face à la Syrie, eh bien, il est placé sous le commandement de la 6e flotte américaine et d'un contre-amiral américain. C'est cela l'abaissement de la France. Toutes les grandes histoires d'Axe Paris-Moscou, etc., c'était valable en 1990, ça ne l'est plus aujourd'hui. Alors, on va aller vers Sébastien Périmoni. Sébastien, pourquoi la France ne veut-elle pas de la présence russe sur le continent africain? On a écouté quand même, il y a cela quelques jours, Jean-Yves Le Drian qui disait, je vais le citer, en parlant de la signature possible de cet accord entre
les autorités de Bamako et bien sûr Wagner en Russie. Alors Jean-Yves Le Drian disait tout simplement c'est absolument incompatible, inconciliable avec la présence française et incompatible avec l'action des partenaires sahéliens et internationaux au Mali. Mais avant lui, il y avait bien sûr Florence Parly, la ministre de la Défense, elle a laissé entendre tout simplement que si les autorités maliennes devaient contractualiser avec la société Wagner, ce serait extrêmement préoccupant et contradictoire, incohérent avec l'action de la France au Sahel. Alors, pourquoi la présence russe inquiète-t-elle tant ou autant la France? Alors, je vais d'abord rebondir sur ce qu'a dit Luc Michel, parce que moi, je suis pas un nostalgique, justement, de l'Empire français. Il faut pas confondre ce qu'a été la France, c'est-à-dire la France de la Révolution, la France de l'école polytechnique, la France de l'Académie des sciences, la France de l'abbé Grégoire qui s'est battue contre l'esclavage. Je pense que la France, elle a disparu quand Napoléon a pris le pouvoir, pas quand il a perdu à Waterloo. Napoléon a voulu détruire la France. Et je pense qu'il faut bien voir aussi qu'il y a une histoire en France qui n'est pas justement cette histoire de la France impérialiste. Il y a toujours eu en France des gens qui se sont battus contre l'impérialisme, ce qu'on appelle aujourd'hui la France-Afrique, dans sa version moderne. Il y a toujours eu des gens qui se sont battus contre le colonialisme. Et c'est un petit peu facile, si vous voulez, de résumer la France à une puissance impérialiste ou une puissance secondaire des États-Unis, alors que ce n'est pas du tout l'histoire de France. Ça, c'est l'histoire qu'on apprend à l'école, justement pour entretenir ce sentiment colonialiste et impérialiste. Mais ce n'est pas la réalité de la France. Et aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas que la Russie vienne en Afrique, ce n'est pas les Français, ce n'est pas la France historique. Ceux qui ne veulent pas, si vous voulez, que les Russies débarquent en Afrique, c'est justement le cœur de la France-Afrique. C'est les intérêts financiers, c'est les intérêts industriels qui, eux, ont cette mentalité impérialiste, qui, eux, ont cette mentalité colonialiste, qui, eux, veulent les matières premières, organiser le chaos par le financement du terrorisme, comme on l'a vu avec Lafarge. Donc voilà, il ne faut pas confondre les choses. Donc ça, c'est le premier point que je voulais faire, parce qu'il est un petit peu facile, si vous voulez, de tomber dans le piège justement du diviser pour mieux régner. C'est-à-dire, en gros, la France, bon voilà, c'est l'Empire, il faut tout jeter à la poubelle. Non, il y a toujours eu une résistance en France et elle continue encore aujourd'hui. Donc après, évidemment, à partir du moment où vous avez ces intérêts économiques, ces intérêts politique, puisque Le Drian, vous savez, ça fait des années qu'il est dans ces réseaux de France-Afrique. Évidemment que le basculement aujourd'hui avec l'affaissement justement de la France, son déclin, le fait qu'elle s'est soumise justement à cette politique financière et militaire de l'OTAN, fait qu'aujourd'hui, évidemment, elle est prise dans un piège où en fait, elle n'a fait que échouer et rééchouer jusqu'au contrat qui vient d'être perdu. Donc évidemment, on voit la Russie arriver, on voit la Chine arriver. Vous savez, la France travaille avec la Russie, la France travaille avec la Chine au plus haut niveau médical, au plus haut niveau nucléaire, et il en est de même avec la Russie. Donc il y a des intérêts économiques en France, des intérêts scientifiques, des intérêts industriels qui, eux, veulent justement ce partenariat et qui voudraient bien justement que l'Afrique soit justement un terrain d'entente, un petit peu comme la Chine et la Russie l'ont fait, c'est-à-dire de dire voilà, l'Afrique va être le vecteur de développement du monde de demain, on va travailler ensemble pour se développer. Il existe déjà un fonds franco-chinois d'investissement pour l'Afrique, qui est un bon début, mais qui a été saboté par ses intérêts france-africains, dans lequel justement la Russie, la Chine, l'Afrique pourraient travailler ensemble justement pour développer ici des infrastructures, ici maintenir la sécurité. La France pourrait très bien, vous voyez, lancer des programmes agricoles, si vous voulez, au Mali, pendant que la Russie, si vous voulez, mène la guerre au terrorisme et la Chine développe un train qui va de Bamako jusqu'à Dakar. Donc, et c'est cette coopération-là qu'il faut voir. Et moi, je pense que la France, la vraie en tout cas, la France puissance, justement, c'est celle qui défend cette ligne-là et pas celle qui s'oppose via sa propagande quotidienne en attaquant Wagner ou la Russie et la Chine du matin au soir. Donc voilà un petit peu le point que je voulais faire. Sébastien et bien sûr Tarek Mani. Tarek, alors, à écouter les uns et les autres, y compris hors de nos plateaux, on a l'impression que l'Afrique serait tout simplement un bien commun pour toutes ces grandes puissances. Pour rebondir sur votre dernière phrase, le problème de l'Afrique, c'est l'Afrique.
C'est-à-dire que l'Afrique aujourd'hui, en tout cas, les dirigeants africains, pas les peuples, parce que vous le prouvez par une télévision, j'allais dire, interafricaine dans laquelle il y a tous les points de vue comment dire, et toutes les opinions viennent de différents pays. Le problème de l'Afrique, c'est qu'on a donc l'OUA, on a donc des institutions. Ces institutions ne fonctionnent pas dans un esprit d'abord autonome et ensuite dans l'intérêt de leur propre peuple. Alors, quand on parle géostratégie et qu'on amène des choses ponctuelles pour dire la France est une carpette, bon, on peut toujours se faire plaisir dans le débat entre nous, il n'y a aucun problème. La France est la carpette du monde, on se suit dessus. Mais moi, mon problème, c'est pas que la France soit une carpette ou pas, la France est perdue ou pas. Mon interrogation de donc stratégie, si je peux me permettre cette expression, c'est de dire est-ce que la France aujourd'hui a les moyens intrinsèques d'exister et de s'imposer. La réponse, est-ce qu'elle est oui ou est-ce qu'elle est non? Parce que aujourd'hui, en France, la bataille qu'il y a, c'est que c'est une bataille, pour revenir à un ancien schéma marxiste, entre l'État français qui a des intérêts à défendre pour tous les Français et des structures financières, des banques et des hommes d'affaires dont les intérêts privés en Afrique sont supérieurs à l'intérêt de l'État. Et l'aveuglement de l'État français depuis un moment, c'est que il n'y a pas dans le personnel politique français, bon, on pourra toujours parler des uns et des autres, mais qui n'ont aucune chance d'accéder au pouvoir, d'avoir cette vision. Et je peux même, alors, puisqu'on va ressasser l'histoire, la volonté américaine de mettre la France en tapis pour s'essuyer les pieds ne date pas de Giscard, ne date pas de je sais pas quand, elle date de 1945 à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et s'il n'y avait pas de Gaulle, vous savez très bien que les Américains sont venus avec des dollars francs imprimés aux États-Unis pour l'imposer comme ils l'ont fait ailleurs, notamment en Allemagne. Et heureusement qu'en 1945, donc il y a eu le soubresaut de Gaulle qui a fait par l'opération militaire du général Leclerc de faire donc libérer Paris et d'empocher cette opération. Donc c'est normal que les États-Unis, en tant qu'empire des moments, essaye de dominer le monde, c'est la règle de l'histoire, on n'invente rien. C'est normal qu'aujourd'hui, que la Russie ait été humiliée, y compris par les Américains, parce que Gorbatchev avait des accords avec les Américains que s'il faisait sa perestroïka, les Américains resteraient dans les frontières pour l'OTAN en Allemagne, ils n'iraient pas jusqu'en Pologne, jusqu'à leurs frontières. Donc ça, c'est pour moi, la chose est simple, c'est de l'analyse de pouvoir politique et des empires. Et l'empire qui se sent sur le moment avoir les ailes, eh ben, il fait ce qu'il a à faire. Et la Russie aujourd'hui s'en fout, si vous voulez, de la France. Elle va s'en foutre de je sais pas quoi, de tel ou tel pays, voire de l'Angleterre. Comme dit De Gaulle, parce que je reste gaullien, moi, ou gaulliste, je sais pas comment on peut se définir entre les deux. Les États n'ont pas d'amis. Les États ont des intérêts. Aujourd'hui, où va l'intérêt de la France? Par exemple, la France aurait intérêt à résister aux pressions américaines qui lui interdisent de faire des contrats et des marchandises et des affaires économiques avec l'Iran. Et si elle le faisait, c'est tout un marché qui s'ouvre. Je vous rappelle, 500 000 voitures Peugeot qui ont disparu en quelques mois. Et donc aujourd'hui, la question pour moi, ce n'est pas la France déclassée, pas déclassée. Les Français le reconnaissent eux-mêmes. Je veux dire, il y a le livre d'un universitaire dont j'ai oublié le nom. 1956, la France n'est plus empire. 1962, indépendance d'Algérie, dernier clou. Et aujourd'hui, le personnel politique français essaye de maintenir le contrôle de l'Afrique, alors que l'Afrique lui a échappé, déjà avec, comment s'appelle, Gaddafi, qui a été assassiné, notamment pour ça, qui voulait créer une monnaie africaine et faire l'indépendance. Aujourd'hui, pour être fort, il faut regarder ses points forts et ses points faibles, j'allais dire presque comme un match de foot, et c'est dans ce match et dans cette équipe qu'on dit on peut pas. Dernier mot, le Brzezinski écrit donc dans sa dernière lettre, les États-Unis ont deux adversaires ennemis, la Chine et la Russie. Et il faut que les États-Unis se débrouillent pour empêcher une alliance entre les États-Unis et la Russie et de choisir un seul adversaire, pas deux. Et l'adversaire que Brzezinski a montré, c'est plutôt la Chine. Et on voit que les États-Unis ont déjà perdu cette première partie de manche, puisque aujourd'hui les Russes et les Russes capitalistes et les Chinois capitalistes
s'entendent mieux que quand tous les deux étaient soi-disant comme. Donc la géostratégie, c'est de regarder les choses, de les analyser et de dire qu'est-ce qui est possible de faire ou pas faire. La France aujourd'hui a les moyens, a la parole, mais n'a pas les actes de sa puissance. Merci Tariq Mani. Luc Michel, alors la France justifie sa présence dans le Sahel par la lutte contre le terrorisme. Alors si justement c'est l'objectif commun, celui d'en finir avec ces terroristes dans le Sahel, pourquoi l'apport de la Russie ne serait-elle pas la bienvenue? Parce qu'il y a deux guerres au terrorisme. Il y a la comédie, le scénario géopolitique de la guerre occidentale au terrorisme, des Français, des Américains. Le terrorisme, pour eux, c'est un prétexte à l'ingérence géopolitique. Ils n'ont aucune volonté de vaincre le terrorisme. Il y a par contre une guerre au terrorisme qui a été menée par 3 présidents. Le président Poutine dans le Caucase et en Syrie et en Afrique, le président Bachar el-Assad en Syrie et le président le regretté président Idriss Déby Itno en Afrique qui visent à annihiler le terrorisme. C'est les deux guerres qui s'opposent. Maintenant, il y a un problème français en Afrique et en Europe. Le débat, il est très intéressant et nos téléspectateurs, ils comprennent exactement quel est ce problème français. C'est l'arrogance française. Nos 2 autres invités, ils sont en train de nous vendre De Gaulle comme un président progressiste et un bon homme. Mais c'est le constructeur de la France-Afrique avec Foccart. Foccart était un gaulliste. C'est eux qui ont assujetti, esclavagisé pour la seconde fois l'Afrique. Moi, je n'ai pas du tout d'admiration pour De Gaulle, ni pour cette France-là. Je suis un grand admirateur de Robespierre, comme Kadhafi, mais Robespierre a été vaincu un soir de 1794, et depuis, la bourgeoisie oligarchique française, elle domine la France. C'est cela qu'il faut comprendre. La géopolitique, elle n'a rien à voir avec l'idéologie. Deuxièmement, je viens d'entendre ici que la Chine et la Russie seraient capitalistes. En réalité, il y a 2 modèles économiques. Il y a le capitalisme libéral, où la finance et l'industrie dominent le monde, et il y a l'économie dirigée, qui est celle des Chinois, des Russes et des Iraniens, où c'est les hommes politiques qui dirigent l'économie et autres. Poutine, lorsqu'il a mis à genoux les oligarques, l'a prouvé. C'est la même chose en Iran et en Chine. Que le marché serve de régulation de l'économie, ce ne fait pas des économies capitalistes. Ce sont des économies dirigées. C'était un terme qui était employé dans les années 1930 et qui est toujours d'actualité. Mais le débat que nous faisons ici, il est sur des positions inconciliables, parce que moi, je ne vous en cache pas, je me bats depuis 40 ans pour la puissance continentale que représente la Russie. Je suis un homme de Moscou, je ne m'en cache pas, en Europe comme en Afrique. Et bien entendu, je ne crois plus du tout à un monde dans lequel il y ait une mission ou une représentation française. À un moment donné, Moscou va libérer l'Europe occidentale. Ça s'appelle le néo-eurasisme. C'est la grande Europe de Vladivostok à l'Islande, qui n'a rien à voir avec l'Europe jusqu'à l'Oural, du mauvais géopoliticien qui était le général de Gaulle. Moi, je n'ai rien à voir avec cette France-là, et je ne pense pas que nos téléspectateurs non plus en soient partisans. Vous conviendrez certainement avec moi que de moins en moins, les Africains, de l'Afrique francophone notamment, apprécient la présence française, notamment du point de vue sécuritaire, puisque quand on prend l'exemple du Sahel, la France elle a été présente quand même depuis de nombreuses années, mais le résultat il est le même. Du coup, il y a eu une certaine montée de velléité, de manifestation, j'allais dire, anti-française. Et cela a été qualifié par les autorités françaises comme étant un sentiment anti-français. Alors, est-ce que cela peut être justifié? Sébastien Perimoni. Oui. Oui, non, je suis un petit peu surpris de l'attitude et de ce qui a été dit précédemment, parce que c'est vraiment une logique d'exclusion qui est assez radicale, je trouve. Et je trouve qu'elle n'est pas utile. La France existe et existera, la Russie existe et existera, ainsi va la Chine également. Donc bon, je passe.
Évidemment, si vous voulez, mais ça dépend ce que vous appelez encore une fois la France. Si vous voulez, moi, j'ai été invité au Mali par les gens qui résistent là-bas. J'ai été invité là-bas. On a mené des actions sur place. On a justement dénoncé la France-Afrique. On a demandé le départ des troupes françaises. Donc, il faut pas confondre, si vous voulez, non, faut pas prendre non plus les Africains pour des imbéciles. Si vous voulez, les Africains, dans toutes les guerres d'indépendance, vous savez, les Africains ont travaillé soit avec des Russes, soit avec des Chinois, soit avec des Français. Il y avait plein de Français à l'époque qui étaient résistants contre l'ordre colonial. Donc, je pense qu'il ne faut pas prendre les Africains pour des imbéciles. Je pense qu'ils sont tout à fait capables de faire la différence entre justement les gens qui se battent justement pour un ordre de développement mutuel, un ordre de développement gagnant-gagnant, comme on dit, sans exclusivité, qu'ils soient russes, américains, chinois ou pakistanais. Et je pense que voilà, il y a une part d'infantilisation quand on essaye simplement de dire voilà, l'Afrique c'est les anti-français et puis c'est fini quoi. Non, je ne pense pas que le monde soit aussi simple. Je vous dis, moi, je suis régulièrement invité sur le continent justement parce qu'il y a plein là-bas de gens qui veulent lancer des projets de développement industriel, des projets de développement scientifique. Vous savez que je vais peut-être, pour ceux qui ont lu mon livre le savent, si vous voulez, plus de 15 pays d'Afrique ont signé des partenariats de développement dans le domaine du spatial. Certains ont été signés avec la Russie, d'autres avec la Chine, d'autres avec la Corée du Nord. Certains ont été signés avec la France. Donc, il y a des pays qui travaillent avec la France. Et c'est cette France-là qu'il faut mettre de l'avant. C'est cette France-là qu'il faut connaître. Parce que, évidemment, et c'est ce qu'on voit dans les médias. Si on ne voit que le monde médiatique, on ne voit que le monde des méchants. Et voilà. Et donc, on n'est pas du tout dans le monde réel. Donc, la France, si vous voulez, travaille avec certains pays pour le développement de certaines technologies. Et c'est ça qu'il faut pousser. C'est ça qu'il faut entretenir. Et évidemment, ça permettra justement de petit à petit transformer une vision impérialiste en une vision de développement mutuel. Et ça, je pense que ce qui est en train de se passer en Afrique aujourd'hui dans certains pays, et inévitablement, pour ceux qui connaissent les discours de Modibo Keïta, par exemple, c'est inévitable, si vous voulez, qu'on revienne à un ordre justement post-colonial, post-impérialiste, où les pays travaillent entre États-nations souverains, de manière tout à fait légitime et autonome, sans qu'il y ait une superpuissance qui ait imposé son ordre hégémonique d'une manière ou d'une autre. Bien dit. Merci en tout cas à Sébastien. Alors, nous restons peut-être pour sortir définitivement de cette première thématique avec vous, Tarek Mani. Tarek, vous êtes journaliste, vous êtes directeur de cette grande radio, France Maghreb 2. Alors, il vous souvient qu'en octobre 2019, il y a eu un sommet Russie-Afrique. Vladimir Poutine a réuni autour d'une table une quarantaine de dirigeants africains. Alors, comment vous expliquez cette réponse favorable de l'Afrique? Est-ce que c'est une façon d'exprimer le ras-le-bol dans ce qui était comme des relations avec les anciens partenaires, ou tout simplement l'Afrique a choisi son camp? S'il vous plaît. Oui, merci Sébastien. Moi, je veux encore faire de la redondance, reprendre la phrase du général de Gaulle, qui n'était pas le dernier des grands hommes politiques à l'échelle internationale, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Et je précise, je suis pas l'homme de Paris, je suis pas l'homme de Gaulle, je suis quelqu'un qui sur le plateau aujourd'hui, contrairement donc à l'homme de Moscou, je suis sur le plateau pour essayer de comprendre. Je reprends donc la phrase de Gaulle, qui a été reprise par Churchill aussi dans ses mémoires. Les États n'ont pas d'amis, ils ont que des intérêts. Donc quand les Africains regardent qu'ils ont intérêt à se réunir avec Poutine, ils le font et ils ont raison. Quand les Africains ont pensé pouvoir faire quelques pas avec Kadhafi, ils l'ont fait et ils ont raison. Et quand aujourd'hui ils le font avec les Chinois, ils ont raison. Et quand ils décident qu'aujourd'hui la France ne se met pas sur le même pied d'égalité pour négocier avec eux comme des États, je ne veux pas parler encore ici de la question des francs CFA, qui reste un scandale. L'argent est imprimé dans la ville de Giscard d'Estaing et l'argent en devise est déposé à la Banque de France. Je veux dire, bon, ça c'est aujourd'hui inacceptable pour les Africains, en tout cas les citoyens, et manifestement c'est encore acceptable par les chefs d'État, par certains chefs d'État africains. La langue française aujourd'hui, on pose clairement la question, est-ce qu'elle rend service aux citoyens
africains, ou est-ce qu'ils ont intérêt à revenir à une langue, j'allais dire locale, respectable, comme le japonais ailleurs, comme les chinois, ou est-ce qu'il faut passer à l'anglais? Ces questions, c'est ça la géostratégie. Et c'est pour ça que pour moi, ils ont bien fait. Donc, pour terminer sur cette question, la Russie avance ses pions, la Chine avance ses pions, les États-Unis avancent ses pions. Et le scandale, pour moi, pour rebondir sur une des phrases de Luc, c'est que ce monde dit occidental, il est occidental pour être opposé au monde arabe, pour être opposé en Afrique, pour être opposé éventuellement aux Russes et aux Chinois, aux Iraniens, mais entre eux, comme dit Le Drian, ce sont des coups de couteau dans le dos. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'Occident dans le sens que les médias nous vont. Aujourd'hui, il y a des Occidents, il y a les Anglo-Saxons qui ont une vision particulière, Angleterre, États-Unis, et aujourd'hui, on le voit avec l'Australie, et puis il y a les autres. Donc aujourd'hui, je mets moi les Africains et les Français sur le même pied d'égalité, et je dis c'est aux Africains de décider de leur avenir et de leur alliance avec les Français, avec les Américains, avec les Russes ou les Chinois, c'est à eux de décider et de ne pas se laisser s'imposer par la force ni les Russes, ni les Français, ni les Américains. Et c'est la même chose que je dirais pour la France et pour la classe politique française, c'est à la classe politique française de décider de son avenir. Pour moi, la géostratégie, c'est quoi? Ce sont les éléments factuels que nous regardons, que nous essayons d'analyser, et chaque peuple, j'allais dire, même si c'est pas le peuple, chaque pays, chaque État, paye les fruits de ses décisions, positives ou négatives. Mani, alors, messieurs, on va demander une courte transition et on reviendra aborder notre second sujet. Transition et on revient. Il y aurait des bons et des mauvais morts selon que l'on soit du côté des grandes puissances ou des résistants, entre guillemets, ou ceux qui sont très souvent qualifiés de dictateurs. En tout cas, nous parlons des exemples. L'Irak, la Syrie, la Libye, avec ces guerres qui ont laissé sur le carreau beaucoup de morts, notamment des civils. Beaucoup de choses ont été dites par des médias internationaux parlant de ces guerres ou pour justifier les actions des grandes puissances. Mais Luc Michel, quelle est la vérité sur ce qui s'est passé en Irak, en Libye et en Syrie? On a ici un plan géopolitique américain qui est en action. Tout part en 2002-2003. Les Américains définissent un projet qu'ils appellent le Grand Moyen-Orient. Le Grand Moyen-Orient, il va des frontières du Maroc à l'Asie centrale et du golfe de Sirte au golfe de Guinée. C'est un remodelage géopolitique qui veut notamment arriver à la création d'une vingtaine de nouveaux États. En 2003, les Américains définissent une cible principale. Ce sont les trois capitales du nationalisme révolutionnaire arabe, Bagdad, Damas et Tripoli. Bagdad est immédiatement détruite. Damas est agressé dès 2005 au Liban et ensuite au début du printemps, soi-disant arabe en 2011. Et Tripoli, elle désarme pour empêcher les problèmes à partir de 2003. Il y a une espèce de coexistence pacifique entre la Libye de Kadhafi et les Américains. J'ai vécu cela de l'intérieur puisque vous savez que j'exerçais des fonctions au sein du mouvement des comités révolutionnaires libyens. Nos 10 dernières années, ça a été une opposition au cheval de Troie américain en Libye. Lorsqu'Obama relance le projet, il va appeler ça le soi-disant printemps arabe à partir de 2010-2011 et puis le printemps africain à partir de 2014, eh bien, on reprend le plan et on décide de détruire un certain nombre d'autres pays. On achève le coup contre la Syrie et on lance la seconde guerre du Proche-Orient avec le Yémen. Les coûts des populations, tout cela est fait au nom de la démocratie et d'imposer un modèle américain. Ce modèle, il s'appelle la fin de l'histoire. Lorsque les Américains gagnent la guerre froide, l'Union soviétique implose, George Bush père proclame le nouvel ordre mondial et un idéologue américain, Fukuyama, il proclame la fin de l'histoire, c'est-à-dire que le modèle de la démocratie libérale, politique et économique, doit s'imposer au reste du monde. Les autres idéologies, les autres cultures, les autres civilisations vont disparaître. C'est un échec au bout de 40 ans. Le départ sans gloire des Américains d'Afghanistan, c'est l'échec de cette fin de l'histoire.
Poutine, d'ailleurs, s'est exprimé là-dessus il y a quelques jours pour préciser justement cet échec. Au milieu de tout cela, on nous a dit qu'on faisait la guerre pour la démocratie. Le chef de file des néoconservateurs en 2003, il s'appelait Bill Kristol, il a écrit un livre manifeste qui s'appelle Notre chemin commence à Bagdad. Il aurait pu dire aussi à Kaboul. Il prétendait que de là, ils allaient démocratiser le monde. Ça a été un échec sanglant. Ça a été des populations tuées. Vous savez qu'il y a eu deux choses qui précisent cela. Il y a tout d'abord le livre noir de la globalisation qui relie les guerres américaines la fin du XXe siècle et du XXIe siècle à la globalisation. Ils estiment à 600 000 morts. Il y a une étude américaine qui a été par la Middle East Review. Lui, il situe à 3 millions les morts de ces guerres américaines. Il y a donc il n'y a pas des bons et des mauvais morts. Il y a les victimes de la politique impérialiste. Et c'est avec cela que maintenant, on essaye d'en terminer précisément les pays du bloc de l'Est, Moscou, Pékin et l'Iran. Vous noterez d'ailleurs que l'Iran, qu'on accuse de vouloir la bombe atomique, elle a précisé qu'elle était opposée à l'arme atomique pour des raisons éthiques. C'est tout ce qui sépare le bloc de l'Est des Américains. Une guerre impérialiste qui se fait sur le massacre des peuples, leur exploitation et le nouvel esclavagisme. Alors, on sait quand même que généralement, pour arriver, ou plutôt le plus souvent pour arriver à destituer celui qu'on qualifie de tyran, de dictateur, on nous a très souvent brandi les raisons d'une sorte de démocratisation du pays. Saddam Hussein a été exécuté en 2003 sous le regard de toute la communauté internationale, Kadhafi en 2011, et bien sûr Bachar al-Assad. Il y a eu plusieurs tentatives, n'eût été encore une fois la présence russe de ce côté-là, on n'en parlerait plus. Alors finalement, à quoi auront servi toutes ces guerres puisque le résultat est plutôt chaotique? L'Irak est toujours en guerre civile, ça fait pratiquement 18 ans. Et chez Kadhafi, ça fait 10 ans que cela continue. Personne n'arrive à remettre sur pied un véritable État. Écoutez, il y a trois phases. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle les guerres américaines qui suivent la fin de la guerre froide. Ce sont les guerres de Yougoslavie. Ce sont les guerres d'Irak et d'Afghanistan. Ensuite, il y a le soi-disant printemps arabe. Et puis, il y a le printemps africain. Le bilan de tout cela, c'est des millions de morts. C'est des pays dévastés, c'est des pays déstabilisés. La Libye de Kadhafi, c'était un pays qui vivait sur des standards qui étaient proches de ceux des pays du sud de l'Union européenne. La Syrie bassiste, c'est un modèle de société multiculturelle. L'Irak de Saddam Hussein au début des années 80, on disait que c'était un gaullisme arabe pour le rapprocher de la France. On a fait de tous ces pays des néants, des chaos. L'exemple typique, c'est la Somalie. La Somalie, c'est la première intervention directe des Américains sous Bill Clinton en Afrique. Lorsque les Américains s'en vont, ils introduisent la géostratégie du chaos. C'est ce qu'on appelle la somalisation. La somalisation, elle est appliquée aujourd'hui en Syrie, elle est appliquée en Libye, etc. Il faut constater que toutes ces guerres américaines, ces 40 années de guerre, eh bien, elles se déroulent, elles se terminent par un désastre géopolitique, par des morts par millions, par des États déstabilisés, par l'émergence partout, favorisée par les Occidentaux eux-mêmes, de ce qu'on appelle le terrorisme ou le djihadisme. C'est cela qu'il faut constater. C'est un échec global et c'est cela, évidemment, aujourd'hui, qu'on refuse à l'Est en proposant un monde multipolaire. Sébastien, si vous nous écoutez justement, alors je reviens à vous avec ce constat, un constat amer de tous les citoyens du monde. Saddam Hussein n'est plus, Kadhafi n'est plus, et pourtant leurs pays n'ont toujours pas atteint le seuil de cette démocratie, une démocratie à l'occidental qui était pourtant vendue par les médias internationaux. Est-ce que finalement c'était la solution? Sébastien Périmoni. Les Américains sont capables de vous vendre des hamburgers en vous disant que c'est très bon pour la santé, vous voyez. Donc, je crois que personne n'a cru cette idée de guerre pour la démocratie.
vous savez, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Si vous si vous remontez aux accords de Sykes-Picot, vous aviez déjà le Foreign Office britannique qui avait publié plusieurs rapports disant que voilà, ils allaient organiser en finançant des minorités ici, des minorités là-bas, organiser constamment une politique de rébellion et de chaos justement par la guerre. Donc vous avez cette tradition de l'impérialisme britannique qui organisait d'ailleurs même des famines à l'époque hein, dans ces pays-là. Si vous voulez, qui est toujours la même vision impérialiste. Alors, il y a un paradoxe quand même, c'est que, si vous voulez, enfin, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que ces guerres de l'OTAN, quelque part, la bonne nouvelle, c'est que c'est que des échecs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde reconnaît que les guerres de l'OTAN sont des échecs. 20 ans en Afghanistan, toutes les guerres qui ont été menées justement en Syrie, l'OTAN a perdu. La Libye, on a le chaos qui s'est développé jusque dans le Sahel et on voit aujourd'hui un changement de paradigme avec l'arrivée des Russes dans la région comme ils ont réussi en Syrie. Donc on voit bien que ça a été des échecs constants. Mais dans ces échecs, évidemment, il y a la souffrance. Il y a les populations des villages entiers qui ont été, vous savez, j'ai des amis qui ont été récemment à Palmyre ou dans des endroits comme ça. Désolant, des endroits qui étaient des berceaux de la civilisation, des endroits où il y a eu des renaissances scientifiques et culturelles. Donc on voit malheureusement, si vous voulez, cette destruction culturelle qui est énorme. Je parle pas du musée de Bagdad, évidemment. Enfin bref, tout ça c'est désolant et c'est cette souffrance, si vous voulez, cette souffrance permanente imposée par l'Empire qui est vraiment la mauvaise nouvelle finalement dans ces guerres de l'OTAN. Après, moi je suis quelqu'un d'optimiste. Vous savez, l'Institut Schiller a récemment travaillé avec la conseillère de Bachar el-Assad et également avec des ministres irakiens justement sur un programme de reconstruction dans lequel justement l'initiative Une ceinture, une route de la a joué un rôle. Et donc on a aujourd'hui ces pays qui sont dans une dynamique, si vous voulez, de reconstruction, plus l'Afghanistan. On en a parlé la semaine dernière, hein, où le porte-parole des talibans a dit que il serait ravi d'accueillir l'initiative Une ceinture, une route chinoise pour reconstruire le pays. Donc on a un nouveau paradigme qui est la conséquence, si vous voulez, de ces guerres de l'OTAN et de ces millions de morts. Donc après, la question c'est, vous savez, c'est ce qu'avait dit Benjamin Franklin quand il a créé la République américaine. J'ai créé une république, mais c'est à vous de la garder. C'est-à-dire que évidemment, il ne faudra pas se laisser derrière surprendre, parce que ce ne sera pas la première fois qu'un pays se redéveloppe et qu'on le redétruit par la suite. Donc voilà, c'est un petit peu le paradoxe dans lequel on est. C'est-à-dire qu'on est à la fin d'un cycle, on est dans un nouveau paradigme géopolitique international. Et toute la question, c'est de faire en sorte justement que la France, si je prends l'exemple de la France, quitte définitivement cette politique atlantiste, quitte définitivement cette politique du clean break ou du nouvel ordre mondial, comme disait Luc. Vous savez, des gens comme Dick Cheney avaient clairement, dès 96, ils avaient écrit un livre qui s'appelle Clean Break, où ils expliquaient clairement ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. Ça n'a rien d'original, rien de nouveau, rien de surprenant. Donc, il faut que les gens apprennent à anticiper ce genre de politique. Et voilà ce que je peux dire sur cette question. Voilà, merci Sébastien. La parole à présent à Tariq Mani. Tariq Mani, alors en clair, l'objectif recherché par l'Occident en engageant des guerres contre l'Irak, la Libye et la Syrie, ce n'était pas de démocratiser le pays. Est-ce que ce que nous voyons aujourd'hui était le véritable objectif recherché, c'est-à-dire créer un chaos comme c'est le cas aujourd'hui, rendre ces pays ingouvernables et pourquoi pas revenir pour assurer le service après-vente? Comme on dira tous, l'histoire se répète. La première fois comme tragédie, la deuxième comme comédie. Au XIXe siècle, les Anglais et les Français ont colonisé la plus grande partie de la Terre, donc de l'humanité, en disant qu'ils allaient amener la civilisation chez les peuples barbares et sauvages. Aujourd'hui, les Américains, ils ont changé le mot. Ce n'est plus pour amener la civilisation, mais c'est pour amener, j'allais dire, la démocratie. La démocratie n'arrive pas sur les tanks comme ils ont essayé de le faire, comme ils le disent en tout cas. La force des Américains, c'est qu'ils vous vendent par leurs films, par Hollywood, par leur discours, qui finit par faire croire qu'ils ont gagné toutes les guerres et toutes les batailles. Et là, vous avez eu, j'allais dire, comment dire, le Vietnam, c'est une grande défaite américaine.
Mais si vous voyez les films américains, eh ben, les films américains, pour les citoyens moyens américains, l'Amérique a gagné le Vietnam. Voilà, à la fin, ça s'est mal terminé, mais c'est pas grave. Quand vous voyez que les Américains ne travaillent pas, par exemple, sur le massacre de leur propre population, donc les Indiens qui sont les propriétaires de ce territoire, donc les Américains, ils ont un avantage sur les Français. C'est quand ils partent pour, on appelle ça le pragmatisme, en fait, c'est de l'impérialisme assumé. Quand ils voient qu'il y a des richesses ou qu'il y a des ennemis, ben, ils y vont. Après, il faut construire l'histoire, il faut écrire des films, et on a gagné. En fait, les trois pays qu'ils ont investis, d'abord, ils n'ont pas fait la même chose en Afrique, comme si ces trois-là étaient des dictateurs et qu'il n'y en avait pas en Afrique, comme si en Amérique du Sud, il n'y en avait pas de dictateurs à l'image de ces trois-là qu'ils ont attaqués. Ils ont, pour le nouveau Moyen-Orient, donc de Dick Cheney, de Condoleezza Rice, et de plusieurs autres, et de Bush, ils ont une seule chose. D'abord, il y a Israël qui explique, en tout cas pour l'Irak et pour l'Iran et pour la Syrie, une grande partie de la stratégie américaine. Ensuite, vous avez des pays riches qui ont osé vouloir dire, même si c'est pas toujours le cas, utiliser l'argent de la richesse pour eux-mêmes, voire un peu pour leur peuple. Et pourquoi les États-Unis, en attaquant, par exemple, l'Irak, n'a pas fait la même chose pour l'Arabie Saoudite, alors qu'en Irak et en Syrie, même formellement, il y avait quand même un parlement, il y avait quand même un peu de droits pour les femmes, il y avait le multi-ethnisme, la vie religieuse diverse. La Syrie est vraiment, c'était et c'est un exemple de ce côté-là. Pourquoi on n'attaque pas l'Arabie Saoudite ou les Émirats ou le Qatar? Parce qu'ils ont déjà la caisse. Donc le problème, c'est la domination des richesses, la domination de l'argent et leur propre intérêt. Donc pour moi, il n'y a pas eu de printemps arabe. C'est j'allais dire, comment dire, j'arrive même pas à trouver le bon mot. Je veux dire, c'est une opération de manipulation pour changer des régimes, pour mettre des régimes à leur service et, j'allais dire, les piller avec leur accord. Parce qu'avant, avec le colonialisme français et anglais, on pillait les peuples, les pays sans l'accord de leurs citoyens. Ben, aujourd'hui, on pille l'Arabie Saoudite avec l'accord comment dire, du vice-roi, donc de l'émir MBS. On pille les Émirats, pareil. Et donc, ces guerres, vous savez, moi, j'ai toujours en tête, de temps en temps, ça vient tout seul quand tu parles, la phrase du grand Nelson Mandela: ceux qui veulent travailler pour nous, sans nous, travaillent contre nous. Et donc, les Américains travaillent en Libye, en Syrie et en Irak pour ces trois peuples, mais sans ces trois peuples. Vous savez, je vous rappelle, mais bon, on connaît tous ces chiffres, mais c'est plus peut-être un peu pour nos téléspectateurs auditeurs, qu'il y a eu 500 000 morts en Irak avant la guerre de 2003. Avant que les Américains n'envahissent, ça a eu déjà ce chiffre. Et quand quelqu'un a posé la question à l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Albright, et elle lui dit, c'est le prix de la guerre. Donc, vous savez, les Américains, ils ont une force, c'est qu'ils tuent. D'ailleurs, c'est eux qui ont inventé, il n'y a pas de bon Indien qu'un Indien mort. Pour eux, la vie humaine, même entre eux, n'a aucune espèce d'importance. Donc, aller dans ces pays-là pour faire de la démocratie, c'est se moquer de ceux qui écoutent ce genre de message. Je ne vais pas vous rappeler que quand Saddam est rentré au Koweït, la petite infirmière qu'elle nous a sorti pleureuse comme quoi les soldats de Saddam jetaient les bébés par terre pour prendre les couveuses pour les ramener, c'est la fille de l'ambassadeur donc du Koweït à l'ONU, aux États-Unis. Et en tout cas, aujourd'hui, les peuples sont conscients. Et la question de la géostratégie, c'est chaque pays, comment il va faire pour s'en sortir, quelle alliance, et quel est le rôle des peuples. Et pour moi, ce qui m'intéresse, quel est le rôle des peuples en Afrique, quand on a des présidents qui systématiquement viennent changer la constitution pour un 3e mandat, voire 5e mandat comme en Algérie, et jeter, et je reviens, là je remets les pieds dans le plat, et jeter tout ça parce que c'est la faute de la France. La France, elle a beaucoup d'erreurs, et elle n'a pas besoin qu'on lui rajoute les 3e et les 5e mandats, qu'elle ne conteste pas ou qu'elle conteste mollement. Et la France, elle a aujourd'hui, par exemple pour la Tunisie, a une position pragmatique. Elle a soutenu les islamistes d'Ennahda quand ils sont arrivés au pouvoir. Et dès que le président tunisien a pris cette décision d'arrêter donc beaucoup de choses
le 25 juillet, tout d'un coup, la France soutient. Donc la France, aujourd'hui, j'espère pour elle qu'elle commence à apprendre un peu de pragmatisme pour faire quoi? Pour faire une seule chose, ce sont les intérêts de son pays, comme le font les Russes, comme le font les Américains, comme le fait tout le monde. Et comme, j'espère, nous le ferons, nous, Africains, un jour, pays par pays et collectivement. Merci. Donc, on retient donc cette belle citation de Nelson Mandela, celui qui travaille pour nous, sans nous, travaille contre nous, tout simplement. Merci à Tariq. Messieurs, une courte transition et on revient pour la dernière ligne droite de notre émission. Voilà donc, nous sommes à présent dans une sorte de tribune libre. Nos invités auront chacun 3 minutes pour, pourquoi pas, nous donner quelques enseignements sur l'actualité. Je vais commencer par vous, Sébastien Périmoni. Et là, on parle de la mort du chef du groupe État islamique au Sahel, Adnan Abou Walid al-Sahraoui, tué par les soldats français. Alors, est-ce que cette action d'éclat justifierait le maintien des forces françaises dans le Sahel? Elle a, d'un point de vue commercial, on va dire, elle a ce but. Puisqu'en effet, vous savez que cette mort a été annoncée juste quelques jours après que le débat a explosé en France sur l'affaire du contrat potentiel entre Assimi Goïta et la Russie, en fait, dans le cadre d'un partenariat de défense. Et c'est vrai que pendant 2 jours, on a entendu parler que de ça dans les médias français. C'était vraiment le feu au Quai d'Orsay. On a appris que Macron avait appelé Vladimir Poutine, qu'il a fait une conférence en visio avec les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest pour essayer d'empêcher évidemment cette chose-là d'arriver. Donc il y a une sorte de panique. Et en fait, pourquoi il y a eu cette panique? Parce que en fait, on sait très bien que, comme je le disais tout à l'heure, toutes les guerres de l'OTAN, et j'inclus l'opération Barkhane dans cette politique-là, toutes ces guerres-là sont des échecs. Et aujourd'hui, le peuple français est au courant que cette guerre est un échec, elle coûte une fortune. On est dans un scénario, entre guillemets, à l'Afghanistan, c'est-à-dire des centaines de milliards qui sont dépensés avec toujours plus de terrorisme, toujours plus de morts et toujours moins, finalement, de sécurité. Et donc, aujourd'hui, il y a un rejet de cette opération. Et du coup, déjà, les populations maliennes, elles, demandent le départ des troupes françaises. Je sais que nos amis de Yéréwolo, que je salue, Amina Fofana, Ben Le Cerveau, Moussa Diarra et autres, organisent en ce moment des manifestations pour demander le départ des troupes françaises. Et donc, un moyen, disons, marketing. Vous savez que l'Occident, aujourd'hui, c'est plus le monde des actions, c'est le monde de la communication. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que cette mort a été annoncée, on va dire, au bon moment, même si c'est une bonne nouvelle de manière générale, hein. Annoncé au bon moment, dans le sens où évidemment ça légitimait l'efficacité entre guillemets de l'opération Barkhane, qui est tant décriée aussi bien par les Maliens que par les Français. Et donc voilà, reste à voir en tout cas ce que le gouvernement malien va décider au final, parce que la décision finale ce sera au gouvernement malien de la prendre. Est-ce qu'elle demandera officiellement le départ des troupes françaises, parce qu'on dit est-ce que la France va maintenir son opération Barkhane? Mais si le gouvernement malien décide d'y mettre fin, ce qu'a d'ailleurs fait Modibo Keïta en son temps, il a demandé tout simplement le départ des troupes françaises. Donc la main, je dirais la balle est dans le camp des Maliens. Ça n'empêchera pas évidemment le Quai d'Orsay et ses amis d'organiser des contre-opérations, de la propagande, etc. Mais en tout cas, la décision est dans les mains du peuple malien. De voir un petit peu avec quel est le partenaire le plus légitime, si vous voulez, pour mettre fin au terrorisme. Alors moi, je pense, puisque je suis un homme de la France, hein, je suis pas un homme de puissance étrangère, je pense que la France pourrait, et d'ailleurs nous avions proposé ça avec notre institut, hein, utiliser le génie militaire et le génie civil sur place, et au lieu justement de dépenser l'argent dans une guerre au terrorisme qui ne fait qu'augmenter le nombre de terrorismes, de plutôt investir cet argent dans des projets comme l'aménagement du fleuve Niger, le développement des lacs Fagibine, la création de zones agro-industrielles, justement pour permettre justement une reconversion par le développement économique. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens au Mali qui seraient partants pour ça.
puisqu'on a des programmes qui existent déjà, qui vont dans ce sens-là. Kadhafi avait travaillé là-dessus avec le projet Malibia, disons, et la France pourra apporter une expertise dans ce domaine-là qu'elle a, qui serait très intéressante. Donc c'est le pari qu'il faut faire. C'est ça, voir le continent avec les yeux du futur. Et je remercie tous les auditeurs. Je remercie Afrique Média de m'avoir invité. Mais je dois vous quitter. Voilà, je vous laisse et je vous remercie et je vous dis à bientôt. Très cher Sébastien Périmoni, qu'on retrouvera, pourquoi pas, dans les prochaines éditions. Eh bien, la balle est dans le camp malien à présent, de savoir quel est le meilleur partenaire pour l'aider à assurer sa sécurité. La parole à présent à Tariq Mani. Tariq Mani, avec vous, nous parlons de cette France quand même qui a réitéré il y a quelques jours sa profonde préoccupation face à la poursuite par la Corée du Nord de ses programmes nucléaires et de leurs vecteurs, dont témoignent d'ailleurs des essais de missiles balistiques de courte portée conduits il y a quelques jours. Quelques jours seulement aussi après les essais de missiles de croisière de longue portée. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir là-dessus? D'abord rebondir sur la question de l'exécution du terroriste revendiqué par la France. Je repose pour la énième fois pour nous tous la question. Ces assassinats extrajudiciaires sont-elles acceptables quand elles sont commises par des drones américains ou par des frappes, on dit d'ailleurs en France, on ne sait pas si c'était un missile, si c'était un drone, si c'était un sniper. On nous explique au bout de quelques jours qu'il y avait 2 personnes sur une moto dont le présumé chef qui a été exécuté. Et alors que quand des choses arrivent de la même manière dans des pays du tiers-monde, on condamne les exécutions extrajudiciaires, on a quand même un problème aujourd'hui de 2 poids, 2 mesures. Et en France, d'une manière particulière, moi je suis français aujourd'hui, je vis en France, nous avons un très grand problème avec les médias, contrairement à ce qu'on fait aujourd'hui, où les sujets, j'allais dire, provoqués et mis à l'antenne, sont toujours les mêmes sujets. Et moi, je les appelle les mono-débats, les mono-télé. Et vous avez le même sujet. En France, on a à peu près 4 ou 5 télévisions dites d'information continue. Et il suffit qu'il y en a un qui ouvre un sujet, islam, Afrique, attentat, pour que tout le monde fasse pendant 48 heures sur le même sujet. Et ça, c'est désolant parce qu'aujourd'hui, une bonne partie des citoyens français n'ont pas accès aux analyses que vous faites à Afrique Média et dans beaucoup de médias d'autres pays. J'allais dire, nous avons aujourd'hui des Fox News sur pratiquement toutes les télévisions d'information continue. Et puis, pour enfoncer le clou, dont la chaîne en chef qui donne donc le là, c'est la chaîne qui appartient à M. Bolloré, grand fêteur en Afrique. Tous les Africains savent qui c'est M. Bolloré et qu'est-ce qu'il fait en Afrique. Et c'est ce monsieur qui aujourd'hui a une télévision qui s'appelle CNews, dans laquelle il y a le fameux M. Zemmour et qui passe la journée j'allais dire, à abrutiser les gens. Pour revenir sur la Corée du Nord, moi j'ai toujours une question. Moi je me considère avant tout comme un citoyen du monde. Expliquez-moi, chers auditeurs, chers présidents, chefs d'État, pourquoi tel et tel pays aurait le droit d'avoir la bombe nucléaire. Je vais parler d'Israël, des 5 grands pays et puis maintenant de l'Inde et du Pakistan. Et pourquoi l'Iran n'aurait pas le droit? Ah non, parce que c'est pas la même chose. Et la phrase c'est pas la même chose, moi, devient une phrase qui m'horripile, j'allais dire matin, midi ou soir, parce que qui décide que tel pays a le droit d'avoir ou pas, d'autant plus, comme l'a rappelé tout à l'heure Luc, pour des raisons manifestement religieuses ou éthiques, faut-il y croire ou pas, les Iraniens disent qu'ils veulent contrôler donc la technique nucléaire sans aller jusqu'à la fabrication de la bombe. Disons qu'on ne les croit pas. Pourquoi les Américains ou les Israéliens disent on va empêcher l'Iran d'avoir une bombe alors qu'eux-mêmes ils l'ont? Et c'est la même chose pour la Corée du Sud. On va faire simple. On va relire La Fontaine. Et vous savez, cher Luc, donc et chers téléspectateurs, encore une fois, on va dire, c'est normal, il est à la fois arabe, musulman, français, de culture ou d'appartenance d'histoire. On revient à La Fontaine, et les fables de La Fontaine sont repris des fables arabes, qui eux-mêmes sont repris des fables hindoues.
sauf que celui qui les a écrits en langue arabe, donc le livre s'appelle Kalila et Demna, lui a dit, je reprends la sagesse des pays d'Asie. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de différence entre les pays. Et voilà ce que... Et vous avez La Fontaine qui nous dit, en France et dans le monde, la loi des plus forts est toujours la meilleure. Et donc, on revient à la première partie de notre débat. C'est l'empire dominant du moment qui fixe les règles du jeu et qui veut que la Corée du Sud n'a pas le droit de faire son missile, l'Iran n'a pas le droit d'avoir la bombe nucléaire, j'allais dire, le Mali n'a pas le droit de créer sa propre monnaie en dehors de toutes les monnaies du monde. Nous avons un problème, j'allais dire, humain. Quand on lisait tout ça avant dans les livres d'histoire, aujourd'hui nous le vivons en direct. Sois fort mon fils, et tu existeras. La loi du plus fort est toujours la meilleure. Merci à vous. Luc Michel, c'est avec vous à présent et nous parlons de Vladimir Poutine, le président russe qui a critiqué une fois de plus l'ingérence étrangère en Syrie. Il l'a fait savoir lors d'une rencontre avec Bachar el-Assad cette semaine. Luc Michel, de quoi est-il question? Que la Syrie est actuellement occupée par deux armées étrangères au mépris de l'ONU et au mépris des lois internationales. C'est l'armée turque qui occupe le nord de la Syrie et c'est l'armée américaine qui occupe le nord-est, à commencer par toute la zone de production du gaz et du pétrole syrien qui est volé à la Syrie par les Américains et vendu par Daesh des Américains avec l'aide de la Turquie sur le marché mondial. C'est une des explications d'ailleurs de l'effondrement du prix du baril. Poutine constate que les Iraniens et les Russes, eux, par contre, ils sont à l'invitation du gouvernement légitime de la Syrie sur le territoire national et qu'ils aident l'armée syrienne à libérer ce territoire. Poutine a donné un avertissement aux Américains, mais surtout aux Turcs. Actuellement, les Russes, avec l'armée arabe syrienne, ils sont en train de s'attaquer aux protégés djihadistes de la Turquie qui sont à Idlib et ils ont l'intention d'expulser les Turcs et les djihadistes de Syrie. Voilà ce qu'il faut savoir. Et l'étape suivante, ce sera les Américains. Les Iraniens, d'ailleurs, qui sont les inventeurs de la guerre hybride en Iran en 2006 et pas les Russes en Ukraine en 2013, ils viennent d'ailleurs d'importer la guerre hybride en Syrie. Ils ont créé des milices chiites à partir des minorités chiites syriennes, notamment alaouites. Ce sont les forces de la résistance populaire et ces forces sont destinées à combattre les alliés des Américains qui sont les FDS, c'est-à-dire les traîtres kurdes à la nation syrienne. Une fois que les Kurdes seront vaincus, ce sera ensuite le tour des Américains. Il faut constater que actuellement le bloc de l'Est est à l'offensive. Il y a eu un deuxième événement encore plus important cette semaine, qui est lié à la venue de Bachar el-Assad à Moscou. C'est l'entrée comme membre de plein d'exercices de l'Iran dans l'organisation de coopération de Shanghai. C'est-à-dire que maintenant, les trois capitales de l'Eurasie en marche, Moscou, Pékin et Téhéran, sont alliés dans une alliance géopolitique qui est en train de s'orienter vers une alliance militaire, une contre-OTAN. Je voudrais d'ailleurs préciser ma position. Moi, je mène un combat géopolitique. En géopolitique, il y a un affrontement traditionnel, c'est la puissance continentale contre la puissance maritime. Aujourd'hui, le bloc de l'Est, c'est une alliance de trois vieux empires, de trois puissances continentales. Je suis depuis 40 ans du côté de la Russie, parce que la Russie incarne cette puissance continentale, les Américains incarnent la puissance maritime, et il faut savoir qu'aujourd'hui, que ce soit en Eurasie ou en Afrique, exactement comme dans les années 1980, la Russie, c'était alors l'Union soviétique, porte la liberté du monde. Merci infiniment à vous, Luc Michel, et bien sûr Sébastien Périmoni, et bien sûr Tarek Mani. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Peut-être un petit mot sur cette date. Mettons un terme à cette autre édition des Géopolitiques internationales. Vous l'avez suivi sur Afrique Média, la télévision panafricaine.